New York, le 22 septembre. Jeffrey Raymond est un peintre d'un genre un peu particulier. Depuis des années, il réalise les portraits des grands patrons de Wall Street. Je viens de terminer un portrait de Hank Greenberg, l'ancien dirigeant de la compagnie d'assurance AIG. Je vais l'exposer à Wall Street, au pied de leur immeuble, et je vais demander aux employés ce qu'ils en pensent. Au cœur de Wall Street, la cible du jour de Jeffrey, c'est donc Hank Greenberg, le boss d'AIG qui a mis en péril la première société d'assurance au monde. Ça vous tente d'écrire un petit commentaire? Non. C'est pour le soutenir? Non, moi je me contente de faire le portrait. Après, vous mettez ce que vous voulez. Vous voulez un feutre, madame? Hésitation des passants, peur peut-être des employés, mais la colère est bien là. L'Amérique ne peut plus voir ses grands patrons, même en peinture. On parle ici des économies des gens pour leur retraite. Des gens qui voulaient avoir une fin de vie tranquille. Et ils découvrent aujourd'hui que tout s'est envolé à cause de la stupidité de ces dirigeants. Je sais juste que c'est lui qui nous a entraînés dans des investissements à risque et voilà où on en est aujourd'hui. Ces gens-là se prennent pour des dieux jusqu'à ce qu'on les mette à genoux. Chacun d'entre eux devra être jugé et répondre de ses actes. Ce mec est un tocard. Il est parti avec des millions de dollars. Vous voulez vraiment que j'écrive ça? Ce mec est un tocard? Ils le sont tous. Même mon patron est un tocard. Ce mec est un tocard. Signez-la, ce sera mieux. Sept ans après les attentats du World Trade Center, à quelques mètres de Grande Zéro, un nouveau septembre noir pour New York, l'Amérique et bientôt le monde. Pas d'explosion, mais une implosion. Pas de morts, mais des millions de victimes. Pas de ruines, mais des millions de ruinés. « 15 septembre 2008, lundi noir à Wall Street. La seule chose qui tourne encore chez Lehman Brothers, ce sont les portes. Un à un, employés et traders s'en vont avec leurs cartons. Je vais devoir chercher un autre boulot. Et qu'est-ce qui arrive pour les autres? Les autres? Ils vont arriver dans quelques minutes. Il y en aura beaucoup? Je pense que ça va être tout le monde. À New York, à Londres, à Shanghai, sur tous les continents, le monde de la finance regarde s'effondrer l'une des plus vieilles banques d'affaires américaines. Lehman Brothers est à court d'oxygène, il lui manque 17 milliards de dollars pour continuer à respirer. Pour moi, la chute de Lehman, c'est le moment où on sort de la période de la crise gérable pour entrer dans une période où la crise se développe selon sa propre dynamique, selon sa propre logique, et où les hommes politiques n'ont plus de grande prise sur les événements. La chute de Lehman est le point de départ de la plus grande crise financière mondiale. Le premier jour de crack année zéro. Wall Street s'effondre, l'indice Dow Jones connaît sa plus grosse chute depuis le 11 septembre 2001. Sous le choc, l'Amérique se regarde enfin dans son miroir, le pays vit à crédit largement au-dessus de ses moyens. Le gouvernement tente de rassurer les marchés, par la voix du secrétaire au Trésor, Henry Paulson. The American people can remain confident in the soundness and the resilience of our financial system. I never once considered that it was appropriate to put taxpayer money on the line in resolving Lehman Brothers. My administration is focused on meeting these challenges. The American people can be sure we will continue to act.
Face à une très grosse crise, malheureusement, on s'aperçoit que l'Europe est une fiction. Le monde découvre l'ampleur d'une crise sans précédent et sa complexité. Difficile d'en comprendre les causes et d'en imaginer les conséquences. Pour tenter de comprendre les raisons de la crise, retour au péché originel. Tout est parti du marché immobilier américain, devenu une immense machine incontrôlable et incontrôlée. Une immense machine à fabriquer des emprunts et donc des dollars. Stockton en Californie, le symbole de cette Amérique à crédit. Ici, une maison sur 25 appartient désormais aux banques. 3000 familles se retrouvent à la rue tous les mois. Et la nouveauté, c'est que la crise gagne toutes les classes sociales. Veronica Ochoa est institutrice, mère de 4 enfants. Acheter une maison, c'est le rêve américain. Tout le monde veut pouvoir s'en acheter une. Quand tu es propriétaire, cela veut dire que tu as réussi. La difficulté ensuite, c'est de la payer. Pendant 4 ans, Veronica paiera ses mensualités régulièrement, jusqu'à un arrêt maladie qui lui sera fatal. J'ai appelé la banque et je leur ai dit « Je suis malade et j'ai perdu mon emploi ». La solution qu'ils m'ont proposée était de vendre la maison. Mais je dois plus d'argent à la banque que ne vaut la maison. J'ai arrêté de les rembourser en juin, juillet et août, et ma maison a été saisie. C'est devenu un cauchemar. Ce n'est plus un rêve, il n'y a plus de solution. En pleine tourmente financière, la maison de Veronica est tout simplement invendable. Elle a été prévenue, elle va bientôt tout perdre. Quand ils saisiront la maison, ils viendront, ils regarderont tout ce qu'il y a pour tout estimer et ils garderont tout pour couvrir les mois de retard que j'ai accumulés. Je vais donc sortir de chez moi avec seulement ce que je porte. Et vous avez peur de devenir sans domicile ? On the web is 77.5, going to be 80. 77.5, going to be 80, going to be 80, going to be 80. The bids on the World Wide Web is $77,500. Going to be the 80, going to be the 80, going to be the 80. On the block, 150,000 to start it, 150,000 all over, going to bid 155, going to bid 160. La maison de Veronica risque de finir ici, dans l'une des ventes aux enchères qui fleurissent en Californie. Les banques, en manque de liquidité, bradent par centaines les biens saisis. Oui, on est dans une crise financière, mais en même temps, c'est une énorme opportunité pour acheter une maison. Une chance unique qui ne va pas durer plus d'un an ou deux. Ce jour-là, venus du monde entier, des centaines d'acheteurs potentiels ont fait le déplacement avec tous en tête la même idée, faire la bonne affaire. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est ce qu'a compris Pilar Amolonzo, brésilienne. Elle vient d'acheter sa 6e maison de la journée. C'est triste, c'est vraiment très triste, parce que ces gens qui y travaillent, qui ont payé leur maison, ont eu de très mauvais financements avec des contrats qu'ils n'ont souvent pas compris. Et leurs maisons disparaissent. C'est la classe moyenne américaine qui travaille. Et maintenant, vous êtes en train d'en profiter. Oui, j'en profite. Mais j'ai encore une conscience. Je reconnais que moralement, ce n'est pas bien. Pendant qu'une moitié du pays, encouragé par le gouvernement, fait du shopping avec de l'argent virtuel et de multiples cartes de crédit, l'autre moitié est engagée dans des guerres dangereuses et mortelles à l'étranger. Franchement, où est la moralité de ce pays ? Le problème qui a provoqué cette situation vient des États-Unis. Premièrement, c'est une faute de la Banque centrale américaine d'avoir baissé les taux d'intérêt beaucoup trop bas, 1%. Et puis les gens se sont endettés, ils ont acheté des maisons. Et s'ajoute à cela le fait que le business du marché hypothécaire américain est orienté d'une manière incroyablement spéculative.
Si on n'a pas le droit de retirer du marché des morceaux de papier qui ne valent plus rien, ça devient toxique pour tout le monde. C'est comme une usine chimique qui explose. Elle relâche un nuage toxique dans l'atmosphère. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Ce poison s'est répandu dans le monde entier. Londres, le 18 septembre. 2 jours après la chute de Lehman Brothers, la crise débarque en Europe. C'est la première journée noire pour les bourses européennes. Pour échapper à la faillite, les 2 plus grosses banques britanniques fusionnent. Gordon Brown est le premier dirigeant européen à monter au front. We've taken the decisive and the tough decision that was necessary to protect the stability of the financial system and to protect the depositors. And we've done so just as with Northern Rock, because it was necessary to get the financial system moving forward today. Le même jour, à la City de Londres. Au pied des buildings du quartier des affaires, les traders ont la gueule de bois. Et au vu des enjeux, à la moindre question sur la crise, le silence est d'or. Non merci. Non merci. Non merci, on est en train de boire un verre. Peut-être que quelqu'un voudra le faire là-bas. Quand vous êtes salarié d'une de ces grosses banques, vous les représentez tout le temps. Vous en faites partie. C'est une culture d'entreprise qu'on porte toute la journée. Dans la banque, mais même en dehors. C'est pour ça que les gens ne veulent pas parler. C'est l'histoire qui s'écrit là. Hein? C'est excitant. Je garde tous les journaux que je lis en ce moment. D'ici 5 ans, les étudiants des écoles de finance apprendront dans leurs livres ce qui se passe en ce moment. C'est extraordinaire. On écrit l'histoire tous les jours. Pour comprendre cette histoire qui s'écrit au jour le jour, nous frappons aux portes des gratte-ciel de la finance. Mais un seul établissement de la City nous accepte avec notre caméra, la Saxo Bank. Steen Jacobsen, 44 ans, est le patron des investissements. Bonjour. Vous êtes prêts? Ce matin-là, il va tenir devant ses traders sa première réunion de crise, un briefing sans langue de bois. Pour comprendre ce qui se passe, je vais utiliser la métaphore de l'iceberg. Les gens voient ce qui est au-dessus de l'eau, mais ne se rendent pas compte que l'iceberg est bien plus gros en dessous. C'est une crise d'insolvabilité, non de liquidité. Personne ne veut prendre les engagements des autres. Personne ne traite au-delà d'une semaine. Il n'y a plus de confiance. Quel que soit le nom que vous avez, personne ne vous prête plus rien au-delà d'une semaine. C'est la panique chez American et compagnie. Ils n'obtiennent pas les fonds dont ils ont besoin. Une telle panique arrive tous les 80 ans. Heureusement, dans 80 ans, je serai mort. Vous savez ce que je rappelle toujours, les gars? Qu'est-ce qui est écrit sur les billets américains? En Dieu, nous croyons. Eh bien, c'est la seule contrepartie que vous aurez avec les Américains maintenant. OK? Soyez prudents, hein? Merci. Personne ne réalise vraiment l'ampleur de cette crise. Ce que l'opinion publique et les gens de la finance doivent comprendre, c'est qu'il s'agit d'un bouleversement total. On rentre dans quelque chose où rien ne sera plus jamais comme avant. La Saxo Bank, c'est un peu la tour de Babel. Aujourd'hui, en pleine tourmente, le seul job des traders est de rassurer les investisseurs. Et ils le font dans toutes les langues. Steen Jacobsen prend la température sur les différents marchés, ici celui de Moscou. Comment vous les sentez, les Russes, en ce moment? Ils sont positifs au sujet du marché? Non, la plupart pensent avec un certain plaisir que l'économie américaine devrait se retrouver au tapis. Ce sont un peu les restes de l'économie communiste. Les Russes voudraient voir un nouveau monde où l'on ne paye plus le pétrole ni en or, ni en dollars. La dure loi des marchés, une réalité assumée sans état d'âme par le patron des investissements.
Je suis un spéculateur, je suppose. Mais si on veut argumenter là-dessus, il faut revenir aux bases. Un spéculateur, c'est quelqu'un qui spécule sur les mouvements de prix. Donc tout le monde spécule. Dire que la spéculation est derrière tout cela, c'est faux. Tout le monde est dans le jeu pour les mêmes raisons. La tour de Lehman est juste en face. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Évidemment, c'est dur. Ils sont touchés. Et malheureusement, il y en a plein qui ont perdu leur boulot. Mais cela ne change rien au fait qu'il y avait trop de monde dans les banques. Trop de banques. Et que c'était un secteur beaucoup trop important par rapport à la valeur qu'il rapportait. Le sort des traders de Lehman Brothers est ici un gros sujet d'inquiétude. Nous sommes à l'université Paris 6, master probabilité et finance, le master des futurs traders. Le jour de la rentrée, leurs certitudes sont sérieusement mises à mal. À la baguette, un prof reconnu mondialement pour ses compétences, Nicole El-Karoui. Chaque année, elle forme 90 élèves, l'élite des mathématiques financières. La promo 2008 a du souci à se faire. La faillite de Lehman Brothers a pesé extrêmement lourd. En fait, on ne vous cache pas que l'année qui vient, et sans doute l'année d'après, risque d'être quand même des années assez difficiles. Difficile, ça veut dire que la recherche de stage sera plus difficile, parce que le stage est traditionnellement très étroitement lié à l'embauche, et puis que les embauches aussi seront plus difficiles. La plupart des étudiants de Nicole El-Karoui sont polytechniciens. On les surnomme les Kant, pour ingénieurs quantitatifs. C'est le premier cours de l'année, le thème s'impose de lui-même. Subprime. Bon, donc vous en avez tous entendu parler, il y a eu... Ici, les subprimes ne sont plus un gros mot synonyme de faillite, ce sont des modèles. Au tableau noir, les titres toxiques se traduisent en équations mathématiques complexes. C'est pas les modèles qui n'ont pas marché, c'est le business autour. C'est le fait qu'ils ont fait des milliards sur des activités... Enfin, je veux dire, on ne va pas se dédouaner d'une forme de responsabilité, mais on ne va pas dire, là, c'est pas la crise des modèles. Nous, on ne dit pas que les produits dérivés, c'est sans risque. Ils ne sont pas là. Consciencieusement, les élèves prennent des notes, déchiffrent les équations, mais le cœur n'y est plus vraiment. La crise est passée par là. L'existence palpitante, les salaires de rêve, les gros bonus à Londres ou à New York, tout cela part en fumée à la pause cigarette. Personne ne sait vraiment ce qui se passe, je pense. Ouais, c'est vrai qu'on est assez inquiet quand même, parce qu'on acquiert un bon bagage ici technique, c'est un master qui est reconnu, mais d'un autre côté, on sait que ça va être difficile pour tout le monde. C'est un marché qui aura du mal à se remettre debout, mais il y aura des nouvelles activités. Et... Du coup, c'est pas la fin des marchés et c'est pas la fin des produits techniques. Mais ce qu'il faut, c'est que les produits techniques soient manipulés par des gens qui les comprennent. Est-ce que vous dites, j'aurais dû naître 10 ans plus tôt, sincèrement? Ouais. Régulation, ou même politique sociale, c'est des gros mots. Moi, c'est pas des questions qui m'intéressent beaucoup, en fait. Mais c'est vrai que j'entendais un débat hier où on parlait beaucoup d'éthique, de morale dans cette histoire de crise, en disant que c'était des mots qui revenaient pas souvent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de salariés qui perdent leur emploi à cause de tout ça. Moi, c'est un truc, pour l'instant, ça me... Mais peut-être parce qu'on n'a pas commencé à travailler encore, donc on n'est pas trop concerné par ces questions-là. New York, le cauchemar des étudiants de Nicole El-Karoui est déjà réalité. Qui parmi vous a perdu son boulot? Moi, et elle aussi. Et un autre partenaire qui n'est pas là, il s'appelle Robert. Et tout ça à cause de la crise financière. Moi, j'étais trader chez Lehman et je travaillais sur les titres toxiques. Vincent, lui, s'occupait du suivi des marchés et Jen, elle, était banquière. Moi, j'étais banquière spécialisée dans les titres immobiliers. Nous sommes tous spécialistes de ce secteur. Et à cause de la débâcle du marché, on a tous perdu nos emplois. Je crois que le rêve américain est toujours bien vivant. Mais ce qui a disparu, c'est une certaine forme de légèreté. La réalité nous a rattrapés. Maintenant, il est impossible de vivre au-dessus de ses moyens. Je pense que c'est une bonne chose. Vincent Spoto gagnait $50 000 par mois. Il doit vivre aujourd'hui avec une allocation chômage de $900 par mois. Les subprimes lui ont fait perdre son job, mais qu'importe. Le rêve américain, il y croit encore. Hey guys.
Salut les gars. Qu'est-ce qui se passe? Quoi de neuf? Après le discours du président hier, ça bouge pas mal. T'as suivi le discours? Oui, son speech était incroyable. C'est quand même dingue de se retrouver dans cette situation. Avec ses amis chômeurs, Vincent a décidé de remettre ça et n'a qu'une obsession, se refaire. Et sur le marché qu'il a mis à terre, l'immobilier. Il veut désormais conseiller et investir pour les perdants de la crise. Ça a augmenté d'à peu près 280 points aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens y croient? Les gens sont optimistes. Le marché va réagir, je pense. Cela fait plus de 20 ans que l'on est dans le business de l'immobilier. On a vécu beaucoup de changements. Depuis la tourmente vécue par le marché financier américain, on a décidé de s'associer pour proposer à ceux qui ont tout perdu une solution pour récupérer de l'argent suite à la débâcle des titres toxiques aux États-Unis et à travers le monde. Washington le 19 septembre. Changement de ton de l'administration américaine qui prend la mesure de la crise. Le secrétaire au Trésor de George Bush, Henry Paulson, annonce une thérapie de choc. Un plan de 700 milliards de dollars pour racheter les titres pourris des banques. America's economy is facing unprecedented challenges, and we are responding with unprecedented action. Secretary Paulson, Chairman Bernanke, and Chairman Cox have briefed leaders on Capitol Hill on the urgent need for Congress to pass legislation approving the federal government's purchase of illiquid assets, such as troubled mortgages, from banks and other financial institutions. I will spend the weekend working with members of Congress of both parties to examine approaches to alleviate the pressure of these bad loans on our system so credit can flow once again to American consumers and companies. Le plan d'urgence, 700 milliards de dollars, une ardoise historique et un tournant idéologique pour les États-Unis. Ce jour-là, les bourses remontent, mais pas pour longtemps. Au même moment, du côté des dirigeants européens, on fait mine de se rassurer. Le vieux continent s'informe et s'accroche à l'idée que la crise ne traversera pas l'Atlantique. Comment vous voyez la situation à Wall Street? C'est une situation très grave que je suis très loin de minimiser. Ce que nous savons après avoir travaillé avec la Bundesbank, c'est que les effets sont, Dieu merci, limités. Paris, quartier de la Défense, le 29 septembre. Chez Tradition France, une des principales salles de marché. C'est le gros souci. Et regarde toutes les belles valeurs du début de l'année, les matériaux, l'énergie et tout, c'est ce qui baisse le plus. Ouais. Les traders parisiens ont perdu tous leurs repères. Allô? Oui, j'arrive. Jour après jour, ils découvrent l'ampleur de la crise. Ah d'accord, je vois. En pleine débâcle des marchés, la communication est très encadrée. Un seul conseiller est autorisé à nous parler. Jérôme Charpia, plus de 15 ans de métier. On va pas le... Non, du tout. Surtout pas. Qu'est-ce que vous leur dites à vos clients? On leur dit de rester à l'écart et d'essayer d'être vraiment très très prudent. C'est quoi l'ambiance aujourd'hui là? C'est la première fois qu'on emploie dans les journaux le mot récession, c'est officiel. La crise financière a maintenant un impact sur l'économie réelle. Et aujourd'hui, on sent bien qu'on va en souffrir probablement au moins toute l'année prochaine. On a des secteurs, par exemple, qui sont extrêmement sinistrés, comme l'automobile en bourse. On retrouve des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 7-8 ans. On peut prendre, par exemple, un titre comme Peugeot. Si on regarde sur longue période, je vais le mettre ici depuis l'an 2000. Vous voyez que ici on est en décembre 2000. Ici c'est aujourd'hui. Vous voyez qu'on est revenu 10 ans en arrière. En General Motors, ça va être encore plus frappant. General Motors,
Ça, c'est un graphique, là. Ici, on est en 1995. 2008. L'importance que les gérants attachent habituellement aux méthodes rationnelles de valorisation des entreprises est un petit peu mis de côté aujourd'hui au profit des nouvelles et de l'information qui sort en permanence. Et c'est pour ça qu'on a des marchés qui surréagissent un peu et qui sont assez erratiques avec des variations et une volatilité qu'on n'a jamais connues. Environ 2 heures, 3 heures. Ce jour-là, Tradition France vit à l'heure américaine, comme tout le reste de la planète finance. 15 heures et ça serait officiel en fin de compte sur les niveaux de 18 heures. Les marchés sont suspendus au vote de Washington. Dans quelques heures, le Congrès américain se prononce sur le plan Paulson de 700 milliards de dollars. Le plan, il vient trop tard, hein. C'est un truc horrible. Ne serait-ce que t'es commerçant. Tu commences à acheter la camelote en Chine pour la fin de l'année pour les ventes de Noël. Ouais. Et qui paye ton fonds de roulement pendant 2 mois? C'est les banques. Tu crois qu'elles payent à combien le fonds de roulement en ce moment? Même effervescence ce jour-là à la bourse de Francfort. Hélène Franknecht est la correspondante de la chaîne de télévision ARD. Cela fait maintenant 10 jours qu'elle est sur la brèche. Aujourd'hui, cela va être passionnant de savoir comment les États-Unis vont réagir après la lourde chute d'hier. Car hier, l'indice boursier américain a subi la plus importante perte de points de son histoire. Hélène connaît la faune boursière. Elle l'observe depuis 10 ans. Et dans l'attente du plan Paulson, les traders allemands ne sont pas plus rassurés que leurs homologues français. Quand vous jetez un regard, vous remarquez des perles de sueur sur le front des gens et des regards désespérés par rapport à ce qu'on a vu pendant les derniers mois. Certains de ces traders ont aussi recommencé à fumer, bien qu'ils aient eu toutes les peines du monde à arrêter. Vous pouvez me donner le programme ? Ok. Qu'est-ce qui est vraiment raisonnable? C'est une question qui laisse beaucoup de place à l'interprétation, surtout à la bourse. Un poète français a déjà dit « C'est dans la nature humaine de penser raisonnablement, mais d'agir déraisonnablement. Ce que nous pouvons dire maintenant, ici, c'est qu'il n'est pas question de paniquer. » Ok, bis später. Pourtant, ce jour-là, la panique ne va pas tarder à venir. À Washington, en pleine campagne présidentielle, le plan Paulson a du plomb dans l'aile. À la tribune, parlementaires, républicains comme démocrates se succèdent pour défendre les intérêts des contribuables. Pas question que le peuple américain paye pour les voyous de Wall Street. Ne laissons pas le ciel s'abattre sur la tête de notre classe moyenne. Je vous implore d'accepter ce plan. Les derniers arguments ne changeront rien. Un coup de tonnerre s'abat sur les marchés. Le plan est enterré. Le rejet du plan Paulson par le Congrès. Je suis en famille, je suis en train de dîner, j'apprends la nouvelle et je me dis c'est le début de la fin, c'est le début de la catastrophe. La crise échappe à tout contrôle. L'attente est telle d'une décision du Congrès positive, favorable, que le rejet annonce les pires choses. Sur les marchés, c'est le grand plongeon. À la bourse de New York, l'indice Dow Jones perd 700 points en une seule séance. Un abîme, un record historique. À Wall Street, les traders sont KO. Votre sentiment, s'il vous plaît? Regarde mon visage. Qu'est-ce qui s'est passé? En un mot, c'est un film d'horreur. Le plan n'a pas été voté, c'est pas un vrai plan de sauvetage. L'argent, c'est juste pour redonner confiance aux gens, pour pas qu'ils pensent que tout va s'effondrer. Vous allez voir, bientôt les gens vont retirer leur argent des banques parce qu'ils vont paniquer. Et c'est quoi la prochaine étape? Il faut qu'ils le votent, ce plan. Si les gens perdent confiance et si le marché continue à chuter, on atteindra le seuil où ils n'auront plus confiance du tout et ils vont planquer tout leur fric sous leur matelas. Un vent de panique sur les marchés, une claque pour l'administration Bush.
Unfortunately, the measure was defeated by a narrow margin. Disappointed by the outcome. But I assure our citizens and citizens around the world that this is not the end of the legislative process. Il y aura donc un nouveau vote, ce sera le 3 octobre. Reste à trouver une majorité. Le scrutin s'est joué à 23 voix près, il faudra les gagner. Tout se trame derrière ses portes, des tractations menées à huis clos. Une journée clé comme en a rarement vécu George Friedrich. Il couvre la politique pour la chaîne NBC depuis 40 ans. Ouais, je dirais que c'est assez tendu. Le 11 septembre aussi était tendu. Mais quand ça commence à toucher au porte-monnaie et aux retraites, ça c'est tendu. Pour l'équipe Bush, l'enjeu c'est de retourner les élus qui ont voté contre le plan de sauvetage. Zach Vamp, un élu républicain de la Géorgie, fait partie de cela. En pleine campagne électorale, il a d'abord pensé à ses électeurs en colère contre Wall Street. Lundi, j'ai voulu envoyer un message sans équivoque à Wall Street pour les choquer, les réveiller, qu'ils réalisent qu'ils ont des comptes à rendre, car les citoyens américains doivent savoir que l'on est avec eux et qu'à partir de demain, les simples gens qui payent leurs impôts et leurs factures vont souffrir. 3 jours plus tard, machine arrière toute. Devant la réaction des marchés, Zach Vamp se rallie au plan Paulson. Il votera finalement oui aux 700 milliards de dollars. Le monde entier se tourne vers les États-Unis pour redémarrer l'économie. Et si nous réussissons à nous relancer, cela aidera tout le monde car l'économie mondiale dépend de nous. L'Amérique s'imagine en sauveur de la planète finance. En tout cas, cette fois-ci, le plan Paulson est adopté. Ce soir, d'une manière bipartisane, pour répondre à l'une des crises économiques les plus importantes que notre pays ait dû affronter, nous avons envoyé un message clair à toute l'Amérique et à tous les Américains. Ceci n'est pas une loi démocrate ou une loi républicaine, c'est notre loi. Quand il y a une crise systémique, il faut faire quelque chose pour arrêter la panique. Il faut créer un plan, quelque chose de tangible pour éviter l'effondrement du système et la dépression économique. Je pense donc qu'ils avaient raison de proposer ce plan de sauvetage étatique à 700 milliards de dollars. Mais je pense qu'on aurait pu éviter d'en arriver là. Un plan d'urgence qui n'éteint pas l'incendie. Encéphalogramme plat à Wall Street. Les 700 milliards ne font pas leurs effets. Les bourses européennes s'inquiètent. Il en faut décidément beaucoup plus pour assurer les marchés. À chaque fois qu'il y a une crise, tout le monde se tourne vers Washington et se demande « Que vont-ils faire ?» Je n'ai rien contre le principe. Mais dans une crise d'une telle ampleur, il faut que le président chinois, les gens du Golfe, les Européens se prennent en main et arrêtent de dire « Que va faire Washington ?» ou même arrêtent de dire à l'Amérique ce qu'elle doit faire. Ils doivent dire « Voilà ce que nous allons faire, nous. » Il y a des milliards de dollars dans les caisses. Mais si le système financier est mondialisé, ces réserves d'argent ne le sont pas. On aime bien garder toujours une télé allumée pour entendre ce que disent les hommes politiques. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours un décalage du point de vue du timing et de la raison de leur intervention. Car la plupart des problèmes que l'on voit aujourd'hui étaient connus depuis longtemps. Personne n'était motivé pour agir. Moi, ce que je pense, c'est que les États-Unis n'agissent que lorsqu'on leur force la main, comme par exemple avec le 11 septembre. Regardez là, on a une pile de journaux qui remonte à 1 mois. C'est le Wall Street Journal. On a décidé de ne pas le lire. Les points de vue et les éditoriaux changent tous les jours. Et ils ont perdu le sens des choses et toute crédibilité. Sur Times Square à Manhattan, Steve Daba gère un fonds d'investissement. Le 4e hedge fund dans le monde. 1,2 milliard de dollars. Steve Daba n'a pas subi la crise. Lui, cela fait un bon moment qu'il a senti le vent tourner sur les marchés.
On s'est plutôt bien débrouillé, parce qu'on n'avait pas trop misé sur les emprunts les plus risqués. Nous avons même réduit nos positions un peu plus tôt, à partir du milieu 2006. Vous auriez eu du mal à trouver quelqu'un qui vous aurait dit que le marché de l'immobilier n'était pas une folie. Un marché complètement surévalué ces 2 dernières années. Alors en connaissance de cause, et sans céder à l'appât du gain, tout le monde aurait pu l'admettre. La seule question est de savoir si vous avez la force de résister au mouvement général. Comment nous avons réussi à le faire? Pas par esprit de contradiction, mais on ne voulait pas suivre le troupeau. En Europe, Dexia ou Fortis, des banques du vieux continent, sont rentrées depuis des mois dans le grand casino américain. Elles s'écroulent aujourd'hui comme des châteaux de cartes, balayées par la débâcle des emprunts immobiliers. Côté politique, on tente de réagir, mais dans le désordre. L'Irlande fait cavalier seul pour sauver ses banques. Et la première tentation en Allemagne, c'est de jouer le chacun pour soi. On vient d'avoir une déclaration du ministère des Finances allemand qui déclare de manière particulièrement claire et nette que l'argent des Allemands doit servir aux Allemands pour sauver des banques allemandes et qu'il n'est pas question d'utiliser de l'argent allemand pour sauver une autre institution européenne. Jamais on n'a affirmé avec une telle brutalité un point de vue strictement national. On est sidéré de voir le peu de considération que les dirigeants européens ont pour l'œuvre commune, le peu de considération qu'ils ont pour le marché unique, le peu de considération pour les règles communes que nous avons adoptées et le peu de considération qu'ils ont par rapport aux citoyens européens qui attendaient une attitude plus responsable de la part des dirigeants européens. Bienvenue en Allemagne. Christine Lagarde est à Berlin. La ministre française des Finances vient pour tenter de recoller les morceaux. Il faut faire bonne figure. Elle va à la rencontre de Pierre Steinbrück, son homologue allemand. Entre les deux, effusion de bons sentiments devant les caméras. En fait, ce qui me réjouit, c'est que nous nous voyons assez souvent, en toute sympathie. Récemment, nous nous sommes même rencontrés par hasard en Toscane, nous n'avions pas rendez-vous. Je crois que nous allons nous voir dans 2 semaines à Bruxelles et de nouveau dans 3 semaines à Washington. Nous nous parlons souvent au téléphone, ce qui fonde la meilleure collaboration possible entre nous. Et lors de leur conférence de presse commune, même objectif, afficher la meilleure entente possible. C'est toujours extrêmement productif de nous retrouver. Nous ne perdons pas de temps, nous allons directement aux questions qui nous intéressent et dans une atmosphère extrêmement à la fois productive et amicale. Et je voulais te remercier et remercier toute ton équipe de cet esprit de coopération. La Commission européenne est une entité responsable au service de l'Europe des 27. Or, bien évidemment, en regard de la crise des marchés financiers en Europe, il y a 5 à 6 grands pays qui doivent se rencontrer très rapidement et de façon très flexible. 2 jours plus tard à l'Élysée, Nicolas Sarkozy, le président de l'Union européenne, organise un G4, c'est-à-dire une réunion entre la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie. Toujours la même idée, parler très fort sur le thème de l'union sacrée. Chacun de nos pays a ses règles, sa législation, sa culture. Eh bien, chacun a décidé de faire un pas l'un vers l'autre pour présenter un visage cohérent. L'Europe existe et a une volonté. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir natürlich ein kohärentes Vorgehen brauchen, bei dem es nationale Verantwortlichkeiten für jeden Mitgliedstaat gibt. Unité de façade, relayée par Jean-Claude Trichet, le patron de la Banque centrale européenne. Les 320 millions d'Européens qui sont nos concitoyens dans la zone euro aujourd'hui peuvent compter sur nous pour leur assurer la stabilité des prix. Des discours qui ne changent rien à la spirale infernale. En Europe, les victimes de la crise sont déjà là. Nous sommes à Nantes. Les responsables de l'AFUB, l'Association française des usagers des banques, les reçoivent par dizaines chaque semaine. Je peux prendre madame si toi tu réponds au téléphone. Ce jour-là, Serge Maître, le président de l'AFUB lui-même, assure la permanence. Problème d'emprunt, de crédit relais, inquiétude pour les petites économies personnelles. La crise est dans les têtes et dans les portefeuilles. Une visite dans la maçonnerie.
Ils défilent comme ça, les uns après les autres. Là, un patron d'une petite entreprise à laquelle la banque ne prête plus d'argent. Et là, si vous voulez, le problème, c'est que pour payer mon prêt de la maison, par exemple, imaginons vendre 150 ou 200 000 euros, ça ne me résout toujours pas. Non, il reste l'addition totale, elle est quand même de 600 et quelques. Hein. Exactement. Tout à fait. Et là aujourd'hui, l'échéance, c'est demain, c'est dimanche, c'est la date, et là, j'ai pas pu faire face. Et pourquoi tu ne vends pas tes maisons si tu ne peux pas faire face? J'arrête pas à les vendre, je trouve Parce qu'il y a une crise. Hein? Il y a une crise. Et pourquoi il y a une crise? Parce que les banquiers derrière, ils n'ont pas d'argent. Et parce qu'ils disent, bon, ben, c'est fini, la maison de 10, aujourd'hui, ça vaut 4. Hein? Ça vaut pas 4, ça vaut 4 parce que personne ne peut l'acheter. Oui, voilà, c'est pas vrai. C'est pas la maison qui a perdu une valeur. Les dossiers s'empilent, l'inquiétude des épargnants augmente sans cesse. C'est d'abord ça l'effet de la crise sur le monde bancaire. La confiance n'est plus là. Vient le tour d'un couple de retraités. Il a voulu placer 50 000 € dans un livret A à la caisse d'épargne. On a souhaité faire cet emprunt d'une manière traditionnelle, avec PEL, LEL, classique. La conseillère nous a traité de ringard, nous a dit non, je vous propose un produit au top. Ringard. Du coup, il signe le produit au top. Un panier d'une douzaine de titres en actions, censé doubler la mise en 6 ans. 40 000 € x 2 égale 80 000. En théorie. On comprend tout de suite que c'était un produit très sophistiqué, qui faisait qu'on achetait quelque chose qui nous promettait de doubler et qui ce n'est pas arrivé à terme. Mais généralement, quand on l'a acheté, on ne savait pas comment ça fonctionnait et on ne risque pas de comprendre car c'est éminemment sophistiqué. Et le propos le montre. Alors, il y avait des titres adossés à l'économie américaine et selon des proportions, des évolutions, parce qu'en plus, il faut être mathématicien pour tout comprendre. Au même moment, en Californie, ces titres sophistiqués, c'est la spécialité de Scott Clair, un Golden Boy installé dans l'Orange County au sud de Los Angeles. Son obsession aujourd'hui, continuer à gagner de l'argent quand tout le monde en perd. Pour sa société de fonds de placement, c'est vive la crise. Il y a vraiment moyen de se faire beaucoup d'argent en ce moment. Le marché bouge à la hausse ou à la baisse de 2, 3 ou même 4% tous les jours. Et si tu arrives à choper le bon wagon, il y a vraiment moyen d'en profiter. Scott et son associé David font de la vente à découvert. Le short selling, une pratique tout à fait légale aux États-Unis qui consiste à spéculer sur la baisse du marché. Un jeu risqué, mais cette année, très rentable. Je dirais que cette année, mes profits vont augmenter de 80%. Scott et David avaient prédit l'explosion de la bulle immobilière et ses conséquences sur la bourse. Aujourd'hui, ils en profitent sans état d'âme. La récession a du bon. Ça nettoie le système. Seuls les meilleurs s'en sortent. En ce qui nous concerne, nous les investisseurs, c'est le scénario parfait. Car à la fin de l'année, il y aura beaucoup d'argent sur le marché à la recherche d'investissements. Et là, nous, on intervient. Jeudi 9 octobre, 4e jour consécutif de chute libre généralisée des bourses de la planète. Le CAC 40, le Dow Jones, le Nikkei, le DAX ou le FTSE, tous les indices des grandes places financières du monde font le grand saut. On n'a pas l'exemple du Titanic parce qu'on connaît la fin, mais c'est un bateau qui est menacé de couler. Vous avez deux solutions. Ou tout le monde accepte les ordres du capitaine pour aider à écoper et sauver le bateau, ou les gens se battent parce qu'il n'y a pas assez de gilets de sauvetage. Quand le pire est là, quand il y a le feu à la maison, on dit toujours que c'est le moment d'acheter en bourse. Mais cette fois-ci, je le déconseillerais. Je ne crois pas que ce soit le début de la fin, plutôt la fin d'une première épreuve. C'est-à-dire que ça peut encore continuer, peut-être même encore quelques années. La crise financière va peut-être toucher à sa fin grâce au plan de sauvetage du gouvernement. Ça devrait se terminer dans les 6 mois. Mais les effets sur l'économie réelle vont se prolonger encore longtemps. Nous ne savons toujours pas ce que ça va donner. On va peut-être vers une profonde récession.
on va voir se développer vraiment des phénomènes type crise de 29, c'est-à-dire des replis. On verra des gens réduire leurs transactions entre eux, on verra les gens privilégier les encaisses liquides, refuser d'entrer dans toute relation de crédit, et on aura une rétractation de l'économie. Le 9 octobre à Washington, les heures qui s'annoncent sont cruciales pour l'économie mondiale. Les gouvernements doivent stopper la panique à tout prix. Les ministres des Finances du G7, les 7 pays les plus industrialisés, se réunissent dans la capitale américaine. Christine Lagarde représente la France. Madame la ministre, vous avez beaucoup de travail qui vous attend. Ce soir, elle dîne avec Dominique Strauss-Kahn, le patron du Fonds monétaire international. Rencontre à huis clos pour préparer le G7. Rien ne filtre de leur discussion. Le lendemain, 10 octobre, Henry Paulson préside la réunion des grands argentiers du monde de la finance. La réunion du G7 qui s'achève annonce un changement de cap radical. Thank you all very much. Good morning. This is a serious global crisis and therefore requires a serious global response. Parmi toutes les mesures annoncées ce jour-là, l'une d'elles est historique. Chaque État s'engage à entrer dans le capital d'une banque en faillite si elle met en danger le système financier planétaire. Une révolution pour l'Amérique de George Bush. Le pays du capitalisme se déclare prêt à nationaliser des sociétés privées pour sauver le système. Au pays de l'oncle Sam, Christine Lagarde a entendu des mots comme régulation, coordination, retour de l'État, des gros mots avant la crise. Elle a encore du mal à réaliser. Écoutez, que les 7 principaux pays sur le plan économique se mettent tous d'accord sur les objectifs, les principes, et qu'un pays comme les États-Unis déclare haut et fort qu'il va prendre des participations dans son système bancaire pour le soutenir, c'est un changement considérable. C'est un changement d'instrument au service d'une même cause, puisqu'il le répète à longueur de journée. Ce n'est pas une nationalisation pour mettre ces instruments au service de la collectivité, c'est une nationalisation pour permettre de les sauver afin de les rendre ensuite au secteur privé. Donc c'est purement le contribuable mis au service du capital. C'est un petit peu comme un bateau qui aurait des fuites et tout le monde est obnubilé à l'idée de colmater la fuite qui est dans la cabine de première classe, sans voir que tout le bateau coule. Pour des dizaines de milliers d'Américains, trop tard, le bateau a déjà coulé. Dans le naufrage, ils ont perdu leur maison et celles-ci sont la dernière attraction à la mode. Des promoteurs immobiliers jouent les tours opérateurs pour visiter les biens saisis et mis en vente par les banques. Nous allons visiter une des 13 maisons qui sont à vendre aujourd'hui. Les prix sont entre 250 et 425 000 $. Les taux d'intérêt sont au plus bas, donc c'est le moment d'acheter. Celle-ci est typique de ces maisons saisies par les banques. Les propriétaires ont arraché le plan de travail, les placards. Il y a beaucoup de colère chez les gens expulsés. Les propriétaires qui ont perdu leur maison en veulent aux banques et au gouvernement, qui s'accusent mutuellement et se renvoient la balle. Les visiteurs sont des particuliers à l'affût, là encore, de la bonne affaire. Everardo Sahagún, un employé de 54 ans, est à la recherche d'une maison pour son fils. C'est pour cela que nous visitons, car les prix ont tellement baissé. On n'aurait pas pu acheter une maison il y a un an. Les mecs du gouvernement expliquent qu'ils vont racheter tous ces mauvais emprunts, mais aucun de ces portefeuilles n'a été estimé. Nous ne savons même pas ce qu'ils valent. Donc les mecs qui disent que c'est 700 milliards de dollars, c'est les mêmes mecs qui n'ont pas su prédire le crash. Au retour à l'agence,
les passagers sont invités à faire des offres sur les propriétés qui les intéressent. J'ai fait une offre sur une maison. Ils sont en train de regarder mon dossier. J'espère que ça va être bon. Everardo vient d'acheter la maison pour son fils pour la moitié du prix qu'elle valait il y a 2 ans. La cloche scelle la vente. En Amérique, les maisons subprime se vendent comme des petits pains. Paris le 12 octobre, nouveau sommet de crise. Cette fois-ci, Nicolas Sarkozy réunit les 15 États membres de la zone euro. 3 heures de sommet pour finir sur 2 engagements, entrer dans le capital des banques en cas de faillite et faciliter au maximum la circulation de l'argent entre les institutions financières. Là encore, c'est le grand retour de l'État. Voilà ce que j'attends, c'est que l'Europe parle d'une seule voix, bien sûr pour les Européens, mais d'une seule voix ici pour le monde, car la crise est mondiale. Depuis le 15 septembre et la chute de Lehman Brothers, plus de 2500 milliards de dollars ont été injectés par les États du monde entier pour sauver l'économie mondiale. Mais cette cagnotte sans précédent ne suffit pas à rassurer les marchés. Tous les clignotants sont au rouge. La récession n'est plus une menace mais une réalité. Krach année zéro, une histoire qui ne fait que commencer.